Je suis enseignant-chercheur et une de mes thématiques porte sur les tensions de rôle. Alors, pour quelles raisons je me suis intéressée aux tensions de rôle? Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, toutes les personnes sont confrontées à un moment donné à gérer des tensions de rôle. Alors, par exemple, si je vous relate mon expérience personnelle, dans mon métier d'enseignant-chercheur, nous recevons très souvent des demandes, des injonctions, des demandes incompatibles. Nous recevons des injonctions paradoxales de différentes personnes. Alors, par exemple, le vice-président du conseil scientifique, et donc le directeur du laboratoire de recherche, nous fixe des objectifs à atteindre et nous demande de publier dans des revues classées, et donc nous met un petit peu de la pression en termes de publication. De notre côté, le vice-président du CEVU nous demande de créer des diplômes en apprentissage, qui sont des formations autofinancées et qui améliorent l'insertion des étudiants, et nous demande également souvent, c'est implicite, mais on nous demande d'effectuer des heures supplémentaires. Puis de notre côté, nous avons également à gérer des diplômes, donc nous avons des charges administratives. Donc quelquefois on a du mal un petit peu à concilier toutes ces attentes, et ce qui nous crée une surcharge de travail, pouvant nous amener à provoquant du stress, quelquefois du mal-être, bien que nous sommes passionnés dans notre travail, ce qui permet un petit peu de faire le tampon et de réduire ce mal-être. Alors, donc mon expérience n'est pas du tout une exception, puisque dans d'autres catégories de personnel connaissent également de fortes tensions de rôle. Ce sont souvent des métiers qui se situent à la frontière de plusieurs sous-systèmes organisationnels, qui occupent une position frontalière, tels que par exemple les commerciaux. Les commerciaux, ils reçoivent des attentes de leur direction qui peuvent être incompatibles avec les attentes de leurs clients. Nous avons également travaillé sur des cadres de santé. Les cadres de santé se situent également à l'interface de plusieurs sous-systèmes organisationnels et aussi peuvent recevoir et reçoivent même des demandes, des injonctions paradoxales. Comme vous l'avez compris au travers de ces illustrations, si je définis un peu plus précisément les tensions de rôle, selon un ancrage théorique, alors souvent on s'appuie sur la théorie des rôles de Caen. La théorie des rôles de Caen identifie 3 formes de tensions de rôle. Le conflit de rôle, comme vous l'avez compris, c'est lorsqu'on reçoit des attentes incompatibles et contradictoires, donc on se trouve en situation de conflit. L'ambiguïté de rôle, donc on ressent de l'ambiguïté de rôle lorsqu'il nous manque des informations pour effectuer correctement une tâche ou remplir correctement ses missions. Et ensuite la surcharge de travail, c'est-à-dire lorsqu'on a des tâches multiples à réaliser qui dépassent notre capacité de réalisation par manque de temps ou par manque de moyens. Récemment, nous sommes intéressés à une 4e forme de tension de rôle, c'est le conflit travail-famille. Parce que souvent, le conflit travail-famille illustre des chevauchements entre les sphères professionnelles et familiales, puisque quelquefois on a du mal à répondre à la fois aux attentes de la famille et aux attentes du monde professionnel, ce qui nous met en situation de conflit. Alors, les conséquences des tensions de rôle, il y a tout un pan de la recherche, il y a plus de 400 articles qui montrent que les effets des tensions de rôle sont préjudiciables à la fois pour l'individu et pour l'entreprise. Alors, en ce qui concerne les conséquences pour l'individu, j'ai choisi de vous relater 2 témoignages qui sont très parlants et donc je vais vous les lire. Ce sont des propos que j'ai recueillis lors d'une de mes recherches qui portait sur les tensions de rôle des managers de rayon dans la grande distribution alimentaire. Alors, une jeune femme qui est manager de rayon donc dans une enseigne de la grande distribution, qui a 10 ans d'ancienneté, m'a raconté que, alors je vais vous lire ses propos, que le plus dur, c'est la négociation des mètres linéaires et des plateaux avec les autres managers de rayon. Avant la négociation, le soir, j'ai mal au ventre, je n'arrive pas à dormir et souvent, le jour même, j'ai des nausées à cause du stress. Quelquefois, je vais même vomir dans les toilettes. Dans le milieu de la grande distribution, on ne se fait pas de cadeaux, même entre chefs de rayon, afin de récupérer de la place en plus et des plateaux. Entre chefs de rayon, c'est parfois le panier à crabes. Il y a beaucoup de concurrence entre les managers de rayon, surtout au niveau des implantations et des plateaux. Et c'est celui qui a le meilleur argument qui gagne. Ça crée beaucoup de tensions et de frictions entre les chefs de rayon. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un témoignage assez fort. Elle va même vomir dans les toilettes, ça lui arrive fréquemment parce qu'elle est sous tension, parce qu'elle ressent un mal-être au travail et beaucoup de stress et de tension dû à des conflits de rôle interpersonnels.
Alors, je vais vous relater un autre témoignage. Alors là, c'est un homme, chef de rayon, hein, qui a 15 ans d'ancienneté. Alors voilà ce qu'il m'a raconté. Le métier de manager de rayon génère beaucoup de stress. On passe sa vie ici. J'ai d'ailleurs arrêté de faire du sport et j'ai divorcé à cause de mon métier. Donc vous voyez que les conséquences pour un chef de rayon peuvent être dramatiques, puisque là, compte tenu de ces impératifs en termes d'horaire de travail, en termes de charge de travail, eh bien, sa femme ne pouvait plus supporter les contraintes de son métier et l'a quitté. Donc cette personne-là, ensuite, cet exemple n'est pas une exception. J'ai rencontré d'autres chefs de rayon qui tous m'ont dit que le plus difficile dans ce métier, c'est de gérer les imprévus et également de ne pas avoir de vision au niveau des horaires de travail à plus d'une semaine. Quelquefois, très souvent, on leur changeait leur emploi du temps. Donc ce qui crée des difficultés pour concilier et articuler la vie privée, le hors-travail et le travail. De nombreux chercheurs ont démontré que les tensions de rôle génèrent des coûts cachés ou des coûts non cachés pour les entreprises. Donc, il y a eu des méta-analyses, on appelle ça, qui ont été réalisées à ce sujet et qui démontrent que les tensions de rôle génèrent du stress au travail, génère du mal-être, du burn-out, réduit la performance au travail, provoque des comportements de retrait, par exemple augmente l'absentéisme et notamment le micro-absentéisme, les retards, réduit la motivation au travail, également un impact négatif sur l'implication au travail et notamment l'implication affective dans l'organisation. Les salariés se sentent moins attachés à l'entreprise, donc et automatiquement ils vont être moins performants, donc ça génère des coûts pour l'entreprise. Alors pour réduire les tensions de rôle, plusieurs leviers d'action peuvent être activés. Par exemple, pour réduire l'ambiguïté de rôle, on peut davantage communiquer puisque l'ambiguïté de rôle est liée à un manque d'information. Donc le manager de proximité, s'il communique davantage auprès de ses collaborateurs sur les objectifs, les projets les changements organisationnels qui peuvent être mis en place dans leur unité de travail, eh bien automatiquement ça va réduire cette information. Si également il donne du feedback, alors le feedback il peut être plus ou moins négatif, mais il peut être aussi positif. Et ça, souvent, les managers de proximité l'oublient. Pour réduire les conflits de rôle, là aussi, on peut jouer sur l'information. On peut également jouer sur mettre en place on appelle ça le soutien social des collègues de travail, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs, par exemple des espaces de discussion ou des ateliers qui permettent, alors là on l'a conseillé pour les chefs de rayon, qui permettent aux chefs de rayon de dialoguer sur les difficultés qu'ils rencontrent, de partager leurs difficultés. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas la priorité des chefs de secteur, ni des directeurs de magasins. Les priorités sont très axées sur les résultats, ils ont de très fortes pressions économiques, les marges à réaliser, et donc le côté qualité de la relation d'échange, la relation managériale, eh bien, c'est secondaire pour eux, si j'ose dire. Comment réduire la surcharge de travail? Alors là, essayer de réfléchir à l'organisation du travail pour réduire la charge quantitative de travail. On pourrait essayer de voir comment on pourrait organiser le travail autrement. Comment les inciter à prendre du recul, à prendre de la distance. Et puis, bien entendu, il y a aussi toutes les réflexions à mener sur comment mieux articuler, mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle avec, par exemple, une organisation du travail différente. Par exemple, il y a des entreprises qui n'organisent plus de réunions le soir après 17h. Il y a également des entreprises qui autorisent les salariés à réaliser du travail à domicile. Donc là, voilà, puis il y a les crèches d'entreprise, toutes les conciergeries, on appelle ça conciergerie d'entreprise, qui permet également de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle.